j'étais enfant, j'avais 10 ans, lors de la Coupe du Monde 1998, ces villes étaient encore black, blanc, beurre. Les différences et les tensions étaient déjà grandes, les agressions et les violences n'étaient pas rares, mais la cohabitation semblait encore possible grâce à une relative mixité. Alexandre Devecchio, votre livre « Nous vivions côte à côte » aux éditions Fayard pousse un cri poignant de ces petits blancs, puisque vous dites itinéraire d'un petit blanc de banlieue, c'est le sous-titre de votre livre, un cri poignant de tous ceux qui ont subi la violence, tous ceux dont on ne parle pas, tous les invisibilisés. Ça a été l'objectif de votre livre ? Oui, tout à fait. Alors, c'est sous-titré Itinéraire d'un petit blanc, je l'assume totalement, mais c'est pas seulement ethnique, parce que je considère, et je le rappelle toujours, que dans les classes populaires, il y a aussi des classes populaires de toutes les couleurs qui sont intégrées, et je considère qu'elles aussi ont subi justement la désintégration, la violence des banlieues. Mais effectivement, on a souvent raconté l'histoire des banlieues du point de vue de ceux qu'on appelait les déshérités, mais que ceux qui vivaient en banlieue considéraient comme des racailles en réalité. Et moi, j'ai voulu raconter cette histoire du point de vue de ceux qui ont subi d'abord la loi des racailles et ensuite la loi des communautaristes et des islamistes. Et je l'ai écrit aussi pour parler aux élites. Aujourd'hui, je suis journaliste au Figaro. Je fréquente un monde qui est plus proche de l'élite, entre guillemets, médiatique et politique. Et j'ai voulu faire entendre la voix des oubliés et les montrer avec une certaine empathie, parce que je trouve que les élites politiques et médiatiques ont trop longtemps méprisé et invisibilisé voilà, ces Français-là. On a beaucoup de questions à vous poser. Je dois commencer par cet aveu. À bien des égards, je suis un bobo. Vous dites, je vis à Paris depuis maintenant 10 ans. Et c'est vrai que c'est à partir de ce regard-là que vous racontez tous ces pages 11. Gabriel Cluzel, ensuite Éric Tegner, ensuite on a beaucoup de questions à vous poser. Oui, je vous parlais de l'expression petit blanc. Je me souviens que Donald Trump avait dit qu'il ne voulait plus qu'on utilise l'expression white trash, qui est un peu l'équivalent aux États-Unis, parce qu'il trouvait que c'était péjoratif pour les intéressés. Mais c'est vrai que c'est quand même ainsi qu'on les appelle. Vous êtes le J.D. Vance, en fait, on se souvient du livre qu'il a écrit, ça l'a amené à la vice-présidence, peut-être un jour à la présidence. Vous avez un bel avenir, Alexandre Devecchio. Non, c'est lui qui vous a inspiré, sérieusement. Blague à part, oui, Alexandre en réalité, mais avant, parce que j'ai lu son livre I Billy Elegy, c'était bien avant qu'il fasse de la politique, et c'était un livre qui m'avait inspiré et qui avait eu du succès aux États-Unis, parce qu'il était devenu le livre qui expliquait le phénomène Donald Trump, pas sa seconde élection où J.D. Vance est devenu vice-président, mais sa première. D'ailleurs, à l'époque, J.D. Vance n'était pas spécialement trumpiste, et ça m'avait marqué. Et c'est vrai que l'idée du livre est née de ce livre-là, mais je cite aussi dans le livre Édouard Louis et Annie Arnaud, en expliquant que la démarche... Qui, pour le coup, n'était pas très flatteur avec les classes populaires. Voilà, j'explique que la démarche n'est pas si lointaine, parce que c'est le regard des classes populaires, et je parle de moi, mais pour faire un tableau sociologique plus large. Mais autant Édouard Louis et Annie Arnaud sont dans le misérabilisme et dans la haine de soi, parce qu'ils viennent d'un milieu populaire et crachent sur leur milieu, autant moi j'ai voulu faire un livre combatif et justement redonner de la dignité et de la fierté à ces classes populaires. Combatif et non plaintif, vous soulignez beaucoup ce point. Éric Tegner, avec Alexandre Devecchio sur Europe 1. J'ai toujours été curieux du parcours d'Alexandre Devecchio, et il s'avère une fois j'avais regardé... On en apprend beaucoup sur lui, c'est passionnant. Il a travaillé au Bundy Blog quand même, donc c'est pas donné à tout le monde. Comment vous expliquez un petit peu ça ? Ça fait partie d'une certaine façon de votre écoutez, histoire. Je l'explique d'autant plus que il y a 2 chapitres consacrés à cette période-là dans le livre. En fait, je me suis retrouvé au Bundy Blog parce que j'ai fait une prépa égalité des chances pour intégrer les écoles de journalistes, et c'était une prépa à l'initiative du Bundy Blog. Je raconte dans le livre d'ailleurs qu'à l'époque de la prépa égalité des chances, elle était assez bien faite parce qu'on n'était pas dans la discrimination positive. C'était une prépa gratuite, mais on a passé les concours de manière anonyme, mais c'était aussi un laboratoire de la France d'après, parce que je me suis retrouvé dans cette prépa avec quelqu'un comme Nassira El Moadem, qui est devenue patronne du Bundy Blog, qu'on connaît pour ses tweets de haine contre les Français, j'en parle. Donc il y avait à la fois une cohabitation entre différentes France qui se passait plutôt pas mal, et déjà des tensions, parce que Nassira était déjà dans un discours hyper communautaire, et c'est intéressant parce que nous avons évolué de manière parallèle, mais opposée
d'une certaine manière. En réalité, j'ai pas tant évolué que ça idéologiquement. Au Bondi Blog, je défendais les idées qui étaient déjà les miennes. C'était un Bondi Blog un peu différent de celui qu'il est devenu après. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir l'évolution du Bondi Blog, parce que le Bondi Blog a un intérêt, c'est qu'il donne la parole aux habitants des banlieues sans filtre. Et malheureusement, la banlieue n'a cessé de se communautariser, d'aller plus loin dans l'islamisme, et le Bondi Blog est aussi le reflet de cela. Donc c'était intéressant, et déjà au Bondi Blog, j'essayais de faire entendre une autre voix qui n'était pas celle justement victimaire, des enfants issus de l'immigration qui pensaient que la France était raciste. J'essayais de faire entendre l'autre voix, et je pense que d'ailleurs c'est un des drames, ce type d'association. Alors je ne veux pas cracher dans la soupe, parce que le Bondi Blog a été aussi un tremplin pour moi, mais en tout cas les associations de banlieue au sens large ont ce tort parfois d'avoir un discours victimaire et d'enfermer les enfants de l'immigration dans leur identité d'origine, alors qu'à mon avis, elles devraient faire exactement le contraire, se livrer à un plaidoyer pour l'assimilation. Et vous êtes un croisement aussi de l'immigration, Alexandre Devecchio, de la même façon. Vous pourriez être dans le commissariat de la diversité. D'une certaine manière. Italien et portugais. C'est exactement ce que Alexandre Devecchio sur Europe 1. Oui. Vous êtes portugais, italien. Alors oui, mais j'ai un grand-père italien et une mère portugaise. Je le raconte aussi dans le livre. Qui a fait un point d'honneur à s'assimiler, à aimer la France, à être avec fierté sans amertume. Alexandre Devecchio, ensuite Gabriel Cluzel. Terminez Alexandre Devecchio. Sur mon grand-père, alors vous dites, oui, je parle de l'immigration italienne, en plus du début du siècle, dans une France qui était finalement un peu plus xénophobe. Je pense que la France n'a jamais été raciste, mais il y avait à l'époque plus de racisme, bien plus qu'il y en avait aujourd'hui. 2/3 des Italiens sont repartis. Ceux qui sont restés avaient vraiment envie de s'assimiler. Et s'assimiler, ça veut dire abandonner une part de son identité et adopter l'identité du pays où on arrive. Et malheureusement, c'est plus ce qu'on demande aux immigrés. Maintenant, on dit venez comme vous êtes, et c'est la France qui s'adapte. Et cultivez même plus vos racines que le pays qui vous accueille. Exactement. Et je crois que ce qui explique les fractures identitaires de la France. Juste une anecdote sur mon grand-père, ça me permet d'en parler. Vous disiez, je disais qu'il avait renoncé à une partie de ses racines. À l'époque, on traitait les Italiens de rital, et puis dans les années 80, le mot rital est devenu un mot quasiment sympathique. Il y avait cette chanson de Barzotti, je suis rital et je le reste. Et ma tante lui avait offert le disque, et il avait été très vexé, parce que il considérait qu'il n'était plus un rital, bien qu'il s'appelait Mario, et qu'il était de la première génération, donc il avait quand même un côté Alexandre Devecchio sur Europe 1 pour son livre Nous vivions côte à côte aux éditions Fayard. Gabriel Cluzel. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un côté factice quand même, pardon, je suis un peu provocatrice, il faut au contraire, à comparer l'immigration italienne et portugaise de cette époque-là avec la vague migratoire que nous vivons actuellement, avec une distance culturelle beaucoup plus énorme, qui est presque un gouffre. Et j'ai remarqué que précisément on appelait aux mannes des Italiens et des Portugais qui se sont bien intégrés. C'est toujours un peu le moyen de dire mais oui, ça va bien se passer, tout le monde va s'assimiler, ça va être parfait. Non, mais vous avez parfaitement raison, et on dit la même chose. Je dis la même chose dans les livre. Je suis pas du tout dans un discours en disant vous voyez, les Italiens, les Portugais se sont bien assimilés, ça va bien se passer. Non, je dis exactement le contraire. Vous avez raison. Les difficultés actuelles sont liées au fait que l'immigration maghrébine, mais aussi subsaharienne, parfois afghane, est très éloignée culturellement de la culture française. Donc l'assimilation est de fait bien plus difficile. Et je dis dans le livre que la première urgence, c'est quand même d'arrêter les flux migratoires, parce que quand les flux migratoires sont massifs, de toute manière, on peut assimiler des individus, mais pas des peuples entiers. Donc je ne tombe pas du tout dans la naïveté que vous dénoncez. Par contre, je pense que malgré, il y a des gens de la 2e ou de la 3e génération en France qui sont parfois désintégrés, qui détestent leur propre pays, et je ne crois pas tellement à la remigration pour eux. Et donc, je pense que si on avait un discours d'autorité, un discours de fierté identitaire, ça nous aiderait plutôt qu'un discours communautariste, multiculturaliste, et de vouloir faire un commissariat à la diversité. Éric Tegner voulait vous poser une question. Oui, Alexandre Devecchio, de fait, vous êtes une sorte de banlieusard, et vous dites donc dans le livre qu'aujourd'hui vous êtes devenu un bobo. Est-ce que l'avenir du banlieusard, c'est d'être un urbain ? Ou est-ce qu'il peut sortir de ce milieu? En d'autres termes, est-ce que vous pourriez demain, par exemple, vivre dans la ruralité, aller dans les campagnes? Ou est-ce qu'on se retrouve un peu bloqué quand même?
Bon, après, je pense que c'est une question de choix personnel. Moi, très, très honnêtement, je ne me vois pas me reconvertir en agriculteur. J'ai beaucoup de respect pour eux, mais voilà, mon univers aujourd'hui est plutôt parisien, ce qui n'empêche pas que je vois mes parents chaque week-end et que je suis entre ces deux mondes-là. Je commençais le livre en expliquant désormais je suis un bobo, parce qu'en réalité, j'ai voulu porter la voix des classes populaires, mais pas non plus me l'approprier, sachant qu'aujourd'hui, je fais plutôt partie des privilégiés. C'est pour ça que je commence ce livre comme ça. Je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, je suis un bobo. Mais justement, j'ai essayé de rester fidèle au mien. Et à la sortie de l'école de journalisme, j'étais un peu en décalage avec à la fois la sociologie et l'idéologie des écoles de journalisme. À l'époque, les médias étaient massivement à gauche, beaucoup plus qu'aujourd'hui. J'aurais pu essayer de me fondre dans la masse, et j'ai au contraire choisi d'être moi-même, et je crois que ça m'a plutôt bien réussi. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Par contre, ce qui est vrai sur les banlieusards, je parle de mes parents qui sont toujours dans leur pavillon de banlieue, qui, quand ils l'ont acheté en 1978, était un havre de paix. En plus, ils faisaient la marché, ils en avaient besoin pour mettre leur camion, et tout autour, l'environnement s'est transformé. Et aujourd'hui, ils sont un peu piégés dans ce pavillon de banlieue, puisque soit ils doivent aller plus loin, vous l'avez dit, à la campagne, mais loin de leurs enfants, et dans une campagne qui a d'autres problèmes, qui n'a pas de service public, soit ils sont piégés là, mais ils ne peuvent pas aller dans les grandes villes, parce que le prix du mètre carré est inaccessible. Donc c'est ce drame aussi des classes populaires qui deviennent étrangers dans leur propre pays, que j'ai voulu raconter. Alexandre Devecchio, nous vivions côte à côte aux éditions Fayard. Question de Gabriel Cluzel. Oui, alors je vous écoute et je me dis qu'en fait il y a une différence avec le bouquin de J.D. Vance. C'est un petit peu en prolongement avec ce que dit Eric. C'est que finalement, si je prends l'analyse entre la France périphérique et la France métropolitaine, écoutez, les banlieues sont un petit peu favorisées par rapport aux ruraux. Je suis désolée, je vous provoque encore un peu, mais ce qui vous a permis de faire ce parcours, finalement, c'est ce parcours égalité, cette prépa égalité des chances qui était offerte aux banlieues. Rapprochez-vous du micro, ma belle. Pardon. Aussi des liaisons, mais des transports qui exactement, qui mais permettent, je l'ai dit dans le livre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une autre catégorie de petits blancs, si vous me permettez, c'est les petits blancs qu'on a vus défiler, vous voyez, devant l'Assemblée nationale, qui sont en train de crever parce qu'ils sont agriculteurs. Et finalement, on se dit, quand on vit en banlieue, on a des opportunités qu'on n'a pas quand on est dans la France rurale. Mais je dis ça vous enlève rien de votre mérite. Hein. Et d'ailleurs, honnêtement, le livre n'est pas fait sur Europe 1. Le livre n'est pas fait pour exalter mon mérite. C'est fait pour raconter au-delà de moi un tableau sociologique qui est effectivement cette France des pavillons de banlieue, qui voit son mode de vie, qui est dépossédé malgré tout de son mode de vie, qui subit l'insécurité physique. Il n'y a pas ce problème-là dans les campagnes. Mais je dis effectivement, notamment qu'il y a des médiathèques en banlieue, des cinémas, qu'il y a énormément d'argent qui a été mis sur la politique de la ville, et qu'effectivement, il y a les moyens de s'en sortir. C'est pour pas que et on est plus près de la métropole. Et d'ailleurs, pour l'école de journalisme, il y a très peu de classes populaires dans les écoles de journalisme. Et moi, j'en fais partie, mais j'ai pu le faire parce que j'étais logé pas trop loin de Paris. Quand vous venez de la campagne, il faut faire un prêt pour faire un métier qui ensuite est précaire. Donc c'est impossible. Dans votre parcours, parce que voilà, moi j'ai dû venir de la Guadeloupe, et je vous assure que c'était très compliqué d'arriver dans une école de journalisme pour vous faire accepter, respecter, pour avancer, effectivement, pour garder son identité. Éric Tegner, je sais que vous avez des questions, mais moi aussi j'ai plein de questions. Allez, Éric Tegner, sur Europe 1, Gabriel, Alexandre Devecchio. C'est intéressant. Non, mais le sujet est passionnant, son livre est exceptionnel. Et peut-être qu'il peut nous éclairer sur la politique, parce qu'il y a une autre personnalité qui a à peu près un parcours similaire, c'est Jordan Bardella, qui vient du 93, que dans un autre ouvrage également vous aviez écrit notamment sur cette génération. Aussi, hein. Comment vous le regardez de votre point de vue d'enfant qui vient de la banlieue et qui a accédé à Paris? Je vais même vous faire une confidence, c'est écrit dans le livre. On a été au même collège, à 10 ans d'intervalle, d'ailleurs, qui a changé entre l'époque qui était la mienne et la sienne. Moi, c'est vrai qu'en plus, il a des origines italiennes. Jordan Bardella. C'est ça. Donc, d'une certaine manière, je ne peux pas m'empêcher de le regarder avec de la sympathie, parce que je trouve ça bien
contrairement à ceux qui disent il n'a pas d'expérience, etc., qui le méprisent un petit peu, indépendamment de ce que je pense ou pas de sa politique, je trouve ça bien. C'est un symbole de méritocratie que quelqu'un qui vienne du 93, qui vient pas d'un milieu spécialement favorisé, sans que ce soit Cosette, vous avez raison de le rappeler, connaissent une telle ascension. Je trouve que c'est bien pour la France. Ça montre que la méritocratie fonctionne bien et que l'assimilation a bien fonctionné. Comme moi, c'est un enfant de la 2e ou de la 3e génération, mais en tout cas, ses grands-parents ils sont sans doute plus là, mais s'ils le regardent de là-haut, doivent être assez fiers. En tout cas, on comprend bien dans votre livre, Alexandre Devecchio, Nous vivions côte à côte chez Fayard, qu'à force de diversité, il n'y a plus de diversité. Ça, on le comprend bien. Page 51, à Épinay-sur-Seine, en 1968, la proportion des jeunes d'origine étrangère était de 12%. En 99, 56,5%. Dès 2005, les jeunes d'origine maghrébine, subsaharienne ou turque deviennent majoritaires dans la commune. Il y a une question que je voulais vous poser avant de marquer une pause. C'est que souvent, les jeunes issus de la 3e génération se disent, j'ai vu mon père ou mon grand-père, comme votre grand-père, qui est très touchant dans le livre, qui s'est assimilé, qui a oublié ses racines sans les oublier vraiment, mais qui n'a pas, voilà, qui n'en a pas, qui a voulu mettre sa nationalité française avant ses racines italiennes. Et aujourd'hui, comme si la 3e génération se dit, moi j'ai vu mon père et mon grand-père, malgré cette volonté d'assimilation, malgré les efforts d'assimilation, les Antillais se disent la même chose, ce que je vais vous dire, se disent la même chose. J'ai vu des Antillais partir à l'époque, le Bubidome, etc. et tout, et puis ils n'ont jamais pu trouver un appartement parce qu'ils étaient noirs, ils n'ont jamais pu trouver, ils n'avaient jamais pu trouver un boulot parce qu'ils étaient noirs, ou bien, etc. Et ils se disent, moi j'ai la rage. Oui, mais je crois que ce ressentiment nous fait beaucoup de mal. La différence avec l'époque de mon grand-père, c'est que c'est une époque où on grattait pas sur les cicatrices, si vous voulez. Notre époque est une époque victimaire, ça va au-delà de la question de l'immigration, et je crois que c'est vraiment un cancer parce que ça empêche les individus d'avancer. On marque une pause et on revient sur ce côté victimaire que vous soulignez très régulièrement. Effectivement, on est maintenant dans ce moment, dans cette séquence victimaire. À tout de suite sur Europe 1 avec Alexandre Devecchio. S'il fallait retenir une phrase, nous vivions côte à côte aux éditions Fayard. Je ne sais pas s'il faudrait retenir une phrase, mais en tout cas, le livre, c'est un livre pour les classes populaires et pour la démocratie. Et donc un livre pas pessimiste. On est passé malheureusement du côte à côte au face à face, mais je crois qu'on peut encore en sortir si on écoute justement la voix des oubliés. Donc si, pour sortir de cette situation de pré-guerre civile, disons-le, il n'y avait qu'une seule chose à faire, je crois que ce serait redonner la parole effectivement à ces petits blancs de banlieue, mais aussi à ces classes populaires de la classe de la France périphérique qui sans doute souffrent encore plus. Gabriel Cluzel a raison de le souligner. Et moi, je ne crois pas à un parti ou à un homme providentiel, mais je crois au référendum. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions que les élites ont voulu mettre sous le tapis. Et si on veut s'en sortir, il faut interroger directement les Français. C'est le moyen de les remettre au cœur de la société. Merci beaucoup, Alexandre Devecchio, pour votre travail, pour votre regard et pour ce livre. Nous vivions côte à côte aux éditions Fayard.